Une nouvelle fois, m'a salué tous les amis la presse, tout représentant qui média qui là, à 3 jours de 60 jours que moi gagne ici, j'aime prévoir faire dans la transparence, j'aime toujours annoncer, moi je veux qu'à chaque semaine, il y a moyen, il y a obligation pour me communiquer avec nous. Et la semaine dernière, il était riche en activités, il était riche en événements, mais nous avons réservé que aujourd'hui pour nous faire point ça. Premier élément que nous avons parler avec nous, c'est ça qui vient pour avec l'accord du 5 février. Et dans le cadre de l'accord du 5 février, j'aime toujours rappeler, moi j'ai gagné 2 grandes obligations en tant que président provisoire. Une là-dedans, c'était formation d'un gouvernement de consensus à travers consultation que nous allons faire au niveau des différents secteurs de la vie nationale, non seulement à travers les partis politiques représentés au Parlement, mais aussi les partis non représentés, mais qui jouissent d'une certaine influence sur l'échiquier politique. Ces mêmes consultations ont été étendues à d'autres acteurs de la vie nationale, tels que l'association des médias, le secteur des droits humains, la société civile, les acteurs économiques, tout est consulté. Et c'est dans ce sens-là, dans un premier temps, nous avons choisi l'économiste Fridjan comme Premier ministre et malheureusement rejeté. Et nous, encore continué consultation, nous choisi le professeur Enec Jean-Charles comme Premier ministre qui a bénéficié d'une très grande légitimité dans les 2 chambres du Parlement. Cette légitimité permet, nous gagnons un gouvernement qui est fonctionnel et qui permet que le changement qui doit être fait dans l'administration de l'État commence à fait. Et par rapport à ce changement, nous avons constaté que vendredi, il y a un nouveau directeur général par intérim qui est nommé à la tête de la police nationale. Il faut nous rappeler que le mandat du directeur général Aurelius est fini, le mandat parlementaire, le mandat sénatorial. Le Sénat avait approuvé son choix et le mandat était fini depuis le 30 septembre 2014. Le gouvernement, le président, il n'a pas proposé au Sénat un nouveau directeur général pour ne pas ratifier et il n'a pas reproposé M. Aurelius pour que le Sénat, qui était encore fonctionnel, te ratifie. Et finalement, en 2015, en dehors de la Constitution, M. Aurelius a été reconduit à la tête de la police. Son état de fait qui était mérité corriger. De même, il y a 3 conseils, il y a 2 conseils d'administration qui pour gérer la Banque de la République d'Haïti. Lorsque la Constitution voulait que les conseils d'administration des organismes autonomes soient ratifiés par le Parlement, c'est de sorte que à bail à chacun de ces responsables, ça aurait la double légitimité. En sorte que le Conseil, une fois proposé par le président, ratifié par le Parlement, il y a toute indépendance que ça a besoin pour mener à bien la politique monétaire nationale sans interférence et des ministres et du gouvernement. Le fait que vous nommez un conseil d'administration de la Banque centrale et que ce conseil n'a pas bénéficié de l'approbation parlementaire, ce conseil est dépourvu de l'indépendance et de l'autonomie que normalement que l'État doit gagner pour lui prendre des mesures de politique monétaire susceptibles de maintenir la stabilité politique, la stabilité monétaire et la stabilité économique dans le pays. Aussi pareil pour la BNC, les conseils ont été nommés en dehors des normes, moins de responsable en stricte application de l'article 136 de la Constitution de demander au Sénat d'approuver les conseils devant gérer ces 2 institutions. De même, lorsque nous arrivons là, tout le monde connaît dans quelle situation de blocage administratif que l'administration de l'État a été, de telle sorte que pendant plusieurs occasions, les déclarations que m'a fait, les décisions que m'a pris des directeurs généraux se sont même permis d'apporter des démentis à des informations publiques que me rendent et à des actes que me poser. Donc, faudrait-il, pour la cohérence de l'action administrative, pour permettre que l'État n'est pas considéré un ensemble de petits caciques et que chaque monde dans l'État a l'obligation de réserve que la loi impose
que chaque monde qui dans l'État, gon loi qui gouverne action, il y a des changements que nous commençons à faire au niveau des directions générales des ministères. Changement ça y a permettre une administration qui est stable, la permettre deux que les services qui sont dus à la population, les fonctionnaires sont plus motivés à fournir des services plutôt que à éléments de blocage au sein de l'administration. D'accord, rentrer souvent pile cas des cas d'action, mais des cas qui étaient inappropriés, qui étaient faits dans la période de transition. Lorsque je dis période de transition, pas oublier que je suis là, dimanche 14 février, je suis entré dans fonction lundi 15 février, et le 17, 2 jours plus tard, il y a de fortes sommes d'argent qui sont sorties dans différentes institutions du ministère que je suis obligé de bloquer. Comme tu es obligé de bloquer, fait que l'État lui-même, non seulement il est bloqué, mais il est dysfonctionnel, parce que même des réponses que nous avons gagnées pour nous bailler à des gens qui sont victimes de catastrophes naturelles, ou des gens qui tapent dans la radio, qui étaient beaucoup plus à questionner la forme prise que la nécessité, que l'opportunité d'apporter des réponses à des gens victimes de catastrophes naturelles. Deuxième élément que le gouvernement a gagné pour le faire, que le président provisoire pour le prendre, c'était la formation du conseil électoral. De même, tout secteur qui était concerné, nous avons consulté, nous avons fait les propositions et immédiatement, le gouvernement du Premier ministre Jean-Charles installé, nous procédons à la nomination et à l'installation des 9 membres du conseil électoral provisoire. Je dis, le conseil électoral provisoire, il a toute l'attitude, il a toute légitimité pour lui relancer le processus électoral. Relance le processus électoral, la table dit que Jean le dit le conseil électoral a l'obligation d'évaluer les étapes déjà franchies. Ça, c'est une attribution. Deuxièmement, il a pour mettre en application les recommandations de la commission d'évaluation indépendante qui a été créée en décembre 2015 par le président Martelly. Tout ça, c'est responsabilité du conseil électoral. Une fois ces 2 étapes franchies, à savoir évaluation et première étape pour l'élection 2015, deuxièmement, mettre en application les recommandations, le conseil a une obligation le plus rapidement possible. Nous avons souhaité au moins cette semaine que l'État élaboré un calendrier électoral que tout le monde connaît qui date élection a bien pour faire, que il y a des élections qui étaient campées, par exemple, élections municipales que décision été campé au niveau de BCN, peut réactiver BCN pour permettre que les magistrats qui est élu soient capables de rentrer en fonction. Donc, le conseil électoral, comme nous dit, il est pour élaborer rapidement un calendrier qui pour mettre l'établi qui date la fait BCN et qui date la publier résultats élections municipales et qui il a pas annoncé la reprise des élections de 2015 pour permettre de compléter les postes vacants au Sénat de la République, les postes vacants à la Chambre des députés et ensuite poursuivre les élections présidentielles. Mais pendant que on s'appelle élaborer le calendrier électoral, il faut ne pas oublier l'élaborer dans un contexte financier plutôt délicat. Quel est le contexte financier actuel? C'est que aujourd'hui, nous travaillons sur un budget rectificatif. Ce budget rectificatif, tu dois préparer au cours du mois de mai. Et la Chambre des députés va partir en vacances le 2 mai. Il faut que pendant ce semaine, il faut que le budget soit préparé pour le Parlement voter. Il faut provision budgétaire qui est en fait là-dedans pour l'élection. Ça veut dire qu'il faut que le Conseil électoral là déjà élaborer le budget électoral là. Deuxièmement, à partir du 30 juin 2016, c'est la date limite pour le dépôt du budget de l'exercice 2016-2017. Encore là, il faut et budget pour partir élection, il faut déjà faire tout pour permettre que tout le monde, depuis l'élaboration budgétaire, pour nous connaître qui quantité comme qu'a besoin pour faire budget. Si nous disons élection de fait pour compléter les sièges vacants au sein de la République, à la Chambre des députés, les municipales,
mais les élections locales pour les 575 cases qui, depuis plus de 5 ans, n'ont pas à leur tête aucune autorité, élections ça pour qu'on fait. Donc le Conseil électoral doit travailler sur ces élections qui sont indispensables. Et en dernier lieu, le calendrier électoral doit prendre en compte aussi les élections sénatoriales qui pourraient venir en octobre pour permettre qu'à partir de janvier 2017, nous ne pas retrouver encore avec un Sénat dysfonctionnel, avec une présence de 20 sénateurs au lieu de 30 que le TADO gagne. Donc je dis, le Conseil électoral a toute l'autorité pour poursuivre le processus électoral. Comme le Conseil électoral, dans cette déclaration, avait fait part d'un blocage politique que l'était identifié, ça portait nous à questionner la suite des élections de 2015. Pas oublier que l'élection a été faite le 9 août et le 25 octobre. Deuxième tour, là, tu dois faire le 27 décembre. 27 décembre, tu es reporté au 24 janvier. Ça veut dire les mêmes problèmes qui avaient justifié le report du 27 janvier au 24 janvier encore là. Aujourd'hui, ces problèmes doivent être résolus. Et c'est ce que le Conseil électoral a parlé de blocage. Et moi-même, moi dit, dans toute consultation que je fais avec tout secteur que je rencontre, l'élément de blocage, ça, lui passer par d'abord recréer la confiance dans le processus électoral. Et c'est recréer confiance dans le processus électoral dit faire la lumière sur la façon dont les élections s'étaient déroulées en 2015. Et la démarche ou bien la demande de tout acteur que nous rencontrons, c'est la formation d'une commission de vérification. Ainsi que dès demain matin, par rapport à ce blocage identifié par le Conseil électoral, j'ai déjà adressé des correspondances à tous les partis politiques représentés au Parlement ou non, tous les partis politiques, j'ai dit généralement quelconque, pour que ensemble nous réunissions autour d'une table, nous analysions les problèmes, nous définissions un thème de référence, nous identifions acteurs qui sont capables de former cette commission de vérification. Après cette rencontre avec les partis politiques que nous programmons pour demain mardi, mercredi, on espère recevoir les membres du CEP pour spécifier clairement où se trouvent les blocages. Et en quelque sorte, à qui point que est dans leur évaluation et à qui point est dans la relance du processus électoral. Pas plus tard que hier, j'étais en tournée au CAI. Je recevoir une délégation 18 personnes qui dit yo gagné élection municipale qui te prévoit déjà demain pour y aller faire un sitting devant CEPA pour se proclamer résultat. Donc nous rendons compte que nous avons besoin pour que rapidement le Conseil électoral fixe ses positions par rapport aux élections municipales, par rapport aux élections sénatoriales et législatives à compléter, par rapport aux élections présidentielles. Donc ça veut dire le calendrier électoral, il est indispensable pour que tout le monde connaisse qui côté nous pour aller, dans qui étape que nous pour aller. Et à partir de rencontres que nous avons gagné demain avec les partis politiques, jeudi que nous avons gagné mercredi avec le CEP, moi j'espère que mercredi réunis et avec CEPA et avec partis politiques pour nous réunir un accord sous commission de vérification ça qui pourra permettre que très rapidement nous commencer nous identifier acteurs, secteurs, nous demander pour désigner membres pour former cette commission de vérification et une fois pour toutes relancer le processus électoral et permettre que l'élection faite pour les sièges manquants au Sénat, à la Chambre des députés, les élections présidentielles, les législations locales et finalement compléter le processus électoral pour les municipales qui sont bloquées par des décisions du BCN. C'est ça que je voulais partager avec nous. Sans ne pas oublier de dire que pendant toute activité qui s'est passée, j'ai eu plusieurs rencontres avec les acteurs du secteur économique, monde qui a agi dans le secteur de l'énergie, qui a rapport à pétrole, monde qui a agi dans le secteur de la contrebande, comme il est clair, pendant que nous avons dit que les fonds pétrocarriers sont épuisés, pendant que nous avons dit que les ressources du trésor public sont insuffisantes, pendant que nous avons dit qu'il faut un budget rectificatif qui va nous ramener dépenses à niveau COP nous avons ramassé, donc il faudrait-il bien
relâchement qui était fait dans la lutte contre la contrebande, li réactivé, et c'est en ce sens-là que actuellement là, moins gagné, ou l'autre grande réunion, captain moi là dans palais qui réunit le secteur privé, des importateurs, qui gagnent la douane, qui gagnent la police, qui gagnent la BRH pour nous travailler sur d'abord sécurisation frontière. Parce que des quantités de conteneurs chargés de ciment et de fer qui traversent les frontières à des heures tardives du matin, 2 heures du matin, accompagnés d'hommes armés. Et c'est de contrebande qui a réduit la capacité du Trésor de disposer de ressources. De même, dans le cas du Cap haïtien, j'ai appris qu'il y a 20 conteneurs de produits cosmétiques. Je reprends, 20 conteneurs de produits cosmétiques qui passaient à la douane du port du Cap haïtien, qui passaient tout sous effet personnel, qui paie 50 000 gouttes de droits. Alors chaque conteneur aurait dû payer 1 500 000 gouttes de droits de douane. Donc ça veut dire, contrebande li lâché, la lutte contre la contrebande doit se poursuivre pour permettre que l'État puisse disposer des moyens pour faire face à l'ensemble de ces responsabilités. Action ça yo pas qu'à faire sans des changements importants au sein de l'administration. Pas oublier que le jour même, moi je suis entré ici le 15 février, alors que j'étais en conseil des ministres, il m'a été donné d'apprendre que 6 directeurs généraux ont été révoqués le jour même de mon arrivée ici. Deuxièmement, pendant que mon conseil des ministres, il y a des délégués départementaux qui t'a installé. On parle de plus de 80 fonctionnaires nommés dans les différentes missions diplomatiques. On parle de plus d'une centaine de commissaires du gouvernement nommés au cours même du mois de mars, alors que je suis président de la République, je ne disposais pas encore de gouvernement. Est-ce que de telles actions ne réclament pas que des changements importants soient opérés au sein de l'administration pour permettre que ça reprenne fonctionnalité et que les gens qui l'a dans l'eau, ce n'est pas des éléments de blocage, c'est les gens qui l'a pour fournir un service public, un service que vous payez pour eux. Voilà, mesdames et messieurs, ça que je voulais partager avec nous au cours de ce point de presse qui c'est 4e que je fais depuis arriver ici. Merci beaucoup. Justement, merci Monsieur le Président. Vous parlez de 60 jours, moins 3, de pour arriver, 2 questions. Vous arrivez dans le pouvoir là, c'est ça qui fait la 4e conférence de presse. Est-ce que à 60 jours depuis que on a le pouvoir là, ça veut dire nous sortis dans l'accord 5 février qui était bon, il y a une limite de quantité de jeunes grenets maximum 120 jours, est-ce que nous sortons là-dedans ou bien toujours là-dedans? Deuxièmement, pour ça qu'a passé la douane, est-ce que déjà gagné des arrestations qui fait puisque vous parlez de contrebande qui passait la douane, selon ce qu'on dit, qui passait la douane, qui t'a déclaré marchandises à 50 000 gouttes alors que vous avez déclaré à 1,5 million de gouttes. Est-ce que déjà gagné des autorités dans le niveau ça qui fait poursuite, qui objet d'arrestation ou de mandat quelconque? Merci beaucoup. Pour la première question, là, je me rappelle que je toujours dit que les 120 jours dont il est question dans l'accord, il est clairement fixé par la Constitution dans le cadre d'une vacance présidentielle, des élections aient lieu entre 60 et 120 jours pour permettre l'élection d'un nouveau président de la République. Les 120 jours sont clairement inscrits dans la Constitution. Mais cela suppose quoi? Président provisoire, là, l'élu président provisoire, il disposait d'un ensemble d'instruments à sa disposition. Parmi ces instruments, il lui faut un gouvernement. Parmi ces instruments, il lui faut un conseil électoral. Donc, le fait que pendant ces 30 dernières années, nous pas jamais arrivé à mettre le conseil électoral permanent sous place, à chaque fois que nous avons une vacances présidentielles, nous avons toujours retrouvé nous dans cette situation. Aujourd'hui, à 2 mois de mon mandat, j'ai exactement exécuté tout ça que moi exécuté comme président provisoire. Il me fallait faire des consultations pour nommer un nouveau Premier ministre et former un nouveau gouvernement, moi fait. Il me fallait consulter les acteurs de la société pour désigner des représentants au Conseil électoral provisoire
Les acteurs ont été consultés, les membres sont restés là pendant des mois, pendant des semaines, disons, à attendre la ratification du gouvernement par le Parlement. Une fois le gouvernement a été ratifié, le lendemain du jour, le conseil électoral a été installé. Donc, ceci étant dit, j'ai fait ma part du contrat dans les limites que je gagne pour me faire là. Ça, c'est le premier élément. Et jusqu'à présent, lorsque je m'ai exhorté le conseil électoral, 1, pour faire évaluation et pour le faire, 2, pour élaborer un calendrier électoral, jusqu'à aujourd'hui, je me situe dans le cadre de l'accord que j'avais paraphé. Deuxième question. Je vais parler de cas qui passaient dans la douane du Cap Haïtien, je vais parler dans la douane Belader, je vais parler dans la douane Wanamet. Mais je dis une chose. Des changements sont en cours dans toutes ces structures douanières pour permettre à ce que les gens qui n'ont tête chaud, ce n'est pas des gens qui favorisent la contrebande. La décision qui a été prise il y a quelques mois, à ce que certains produits ne traversent pas la frontière et que c'est dans la douane ou bien dans l'aéroport pour arriver, c'est parce que les postes de surveillance que nous mettons sous frontière, ils viennent inopérants. À quoi ça sert de créer un parking douanier, un poste de surveillance à Terrier-Rouge et à Fond Parisien, si demain matin, n'importe qui nègre prend quelques hommes armés ensemble avec elle, il est capable de sauter sur ce douanier là sans réponse. Moi-même, je crois que l'instruction que me passe, c'est que ces postes frontaliers, ces parkings douaniers, ces postes de surveillance à la sortie des points de passage où la contrebande fleurit, que ces postes-là soient équipés suffisamment en policiers, soient équipés suffisamment en personnel d'encadrement, soit être à leur tête des fonctionnaires au-dessus de tout soupçon. À partir de ce moment, un fonctionnaire qui, par négligence, par complicité, se laisse entraîner à faire du pays un repère de contrebandiers doit s'attendre à payer le prix. Mon merci. Georges Allen pour Radio Télémétropole, HPN et Challenge Magazine. Président, la deuxième conférence de presse au Tébaï, où tu as annoncé en grande pompe en campagne d'assainissement de la capitale, question de lutter contre l'insalubrité. Je dis à la monde pas qu'à marcher dans Port-au-Prince, qui leur campagne ça a véritablement commencé. Deuxième question, il y a des décisions que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince apprend. Est-ce qu'au courant de eux, d'autant que des avocats, des hommes de loi très connus, qualifiés d'illégal? Merci. Je ne vais pas t'annoncer en grande pompe. Il y a un mois, une campagne d'assainissement de Port-au-Prince. Moi, je t'ai dit, le pays est trop sale, et je t'ai fait appel à des contracteurs de l'État, des gens qui disposaient de camions, des gens qui bénéficiaient de contrats de l'État, pour nous demander une contribution citoyenne par rapport à vétusté, obsolescence, dysfonctionnement en pile équipement qui est acheté pour SMCRS, en pile équipement pour acheter pour CNE qui aujourd'hui a hors d'usage par manque d'entretien. À cette fin, nous avons fait appel à des contracteurs privés qui gracieusement te rendent disponible pour nous tout équipement. Et nous avons même fait appel à ce moment-là. L'administration était bloquée. Toute ministre était à la caille. Directeur général ne recevait d'ordre que l'un de leurs ministres qui était resté posté chez eux. Et rappelez scandale qui fait 150 millions de gouttes qui était nécessaire pour porter 10 000 personnes qui sont victimes de l'inondation. Les débats ne se portaient pas sur l'opportunité d'apporter la réponse. Les débats se portaient, est-ce que le secrétaire général avait l'autorité pour écrire? Donc, on privilégie la forme, nous privilégions l'accessoire. Alors, l'essentiel, c'est 10 000 personnes qui ont de l'eau, qui exposent au chikungunya, qui exposent au Zika, qui exposent au choléra, que nous devons porter assistance. Mais ce n'est pas ça que c'est priorité, les gens qui étaient là. Donc, il me fallait prendre la décision.
Et c'est la même chose pour la question des immondices. Et j'ai fait appel à des contracteurs. J'ai fait appel à des hommes d'affaires. Le responsable de sol a gracieusement donné 40 000 gallons gaz pour nous mettre dans le camion pour te faire campagne de nettoyage ça. Mais c'est une action ponctuelle. Il y a une direction qui se charge de la gestion des résidus solides dans le pays, qui s'appelle SMCRS, qui est placée sous la tutelle financière du ministère de l'Intérieur et la tutelle technique des travaux publics. Donc, qu'est-ce qui doit être fait? Que ces institutions soient à même d'accomplir les missions pour lesquelles elles ont été créées. Et pas plus tard que mardi, immédiatement après l'installation du Premier ministre Aimé Jean Charles, il a tenu ici même au Palais national une réunion stratégique sur la gestion des immondices et avait fait appel à tous les acteurs impliqués, qu'il s'agit des TPTC, de la planification, de l'intérieur du SMCS, afin que le problème soit posé. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de l'inventaire de l'état actuel des équipements. Et tout équipement, ça y est, réparation pour le fait, pour permettre que la MCS soit en mesure de s'acquitter de cette responsabilité. Ce n'était pas en grande pompe. C'est un service public lié, quel que soit le monde qui est dans tête l'État, il n'est pas insensible à cette grande. Pendant que nous avons fait des maps pour de façon permanente, institutions qui viennent pour faire le faire, ça n'empêche pas qu'on fait des blitz, qu'on fait des opérations de coup de poing pour résoudre tel ou tel problème donné. Et c'était ça l'essence de mon point de presse au cours de laquelle j'avais évoqué ce sujet. Ou dis-moi, quand l'autre question posée, si décision commissaire du gouvernement, je vais répondre très clairement. Dès mon entrée ici, de même pour la commission de vérification, tous les acteurs étaient unanimes qu'il fallait créer une commission d'enquête administrative. Ici, même dans cette salle, je me suis toujours démarqué de cette démarche de créer une commission d'enquête administrative qui s'assimilerait à un instrument de persécution politique. Est-ce que ça veut dire que la justice est enveilleuse? J'avais dit que les institutions qui sont préposées au contrôle des fonds publics, à savoir l'ULCC, à savoir UCREF, à savoir la Cour des comptes, doivent travailler en synergie et je m'étais proposé de créer un task force formé de ces trois entités légalement constituées afin de se prononcer sur la gestion des comptes publics quels qu'ils soient. S'agissant des actions actuelles du commissaire du gouvernement, votre question, est-ce que je suis au courant? Il y a 2 directeurs généraux qui sont encore en fonction, qui sont concernés par ces mesures. Il y a 2 directeurs généraux en fonction. Le directeur de l'APN, il est encore en fonction. Le directeur de BMPAD, il est encore en fonction. Mais souvent, à l'éclair ensemble avant, cette affaire de bateau sucre, depuis qu'il a commencé, ce n'est pas sous le gouvernement privé qu'il a commencé. Ensuite, deuxièmement, le commissaire du gouvernement n'est-il pas responsable de mettre l'action publique en mouvement? Est-ce qu'il a besoin de mon autorisation pour mettre l'action publique en mouvement contre qui que ce soit? S'agissant d'un haut responsable d'État, le commissaire quel qu'il soit n'a pas de provision pour entreprendre une action contre un haut responsable d'État sans avoir associé l'autorisation du gouvernement. À ma connaissance, je n'ai pas été sollicité pour une quelconque autorisation. Le commissaire n'a fait que faire son travail en stricte application de ses prérogatives légales, sans interférence du pouvoir, sans mes interférences personnelles. Bonjour tout le monde, bonjour Président. Moi-même, c'est Diego Charles, je travaille pour Radio Vision 2000. Et c'est 2 volets. Dans ce qui est avec attribution, ou prendre disposition en vue de poursuite processus électoral. Là. Est-ce qu'on croit que l'échéance 14 mai a des possibilités pour que
de respecter. Et c'est ça. Et si, arrivé 13 mai, par un nouveau président élu, et qui s'est bien après 14 mai. Et deuxièmement, en vue de création de commission de vérification, ou annoncer rencontre avec différents partis politiques qui sont concernés et par dossier élection. Le PHTK lui-même est toujours positionné, opposé à mise en place et commission de vérification. Est-ce que il y a une correspondance qui allait joindre PHTK dans ce sens pour rencontre et tout, comment comprendre la position PHTK qui est même contre mise en place de commission de vérification? Merci. OK. Je ne sais pas quoi la date des élections a jamais été une responsabilité des gouvernements quels qu'ils soient. La Constitution a créé 5 institutions auxquelles elle a reconnu le statut d'institution indépendante. Il s'agit du protecteur des citoyens, il s'agit de la Cour des comptes, il s'agit du Conseil électoral, il s'agit du Conseil constitutionnel, il s'agit de l'Académie nationale de l'université. Quand on parle d'institutions indépendantes, on parle d'institutions qui fonctionnent sans interférence aucune des autres pouvoirs de l'État. La proclamation des résultats, le traitement des dossiers des candidats, la fixation d'un calendrier électoral est une prérogative exclusive du Conseil électoral. Si après-midi, le Conseil électoral me demande de convoquer le peuple en ses comices, je prendrai l'arrêté pour convoquer le peuple en ses comices. Si demain matin, le Conseil électoral me dit qu'il est prêt pour les élections et que l'arrêté pour convoquer dans ces comices peut être pris, immédiatement, je prends. Donc, 14 mai dépend exclusivement du Conseil électoral provisoire. Deuxième question, pas aucune décision que je prends ici, pas aucune action que je prends ici que je ne pas associer tous les acteurs là-dedans. Si vous voulez me retourner pour vous, sous consultation pour élection, le PHTK comme parti politique avait répondu à l'invitation pour la formation du gouvernement. Le PHTK avait proposé que le président provisoire retient le nom d'Evans Paul, de Florence Duperval-Guillaume, un troisième nom au débat, pour être Premier ministre. Ils avaient proposé aussi un Premier ministre, Gardier Leblanc. C'était Gardier Leblanc pour le PHTK, Florence Duperval, Evans Paul, que le PHTK avait proposé comme éventuel ministre ici, dans une réunion que j'avais eue avec eux. Pour la réunion de demain, Souvelel, même là, me fait consulter le PHTK comme parti politique a bel et bien été invité et l'accusé de réception a été signé et est disponible au Palais national. Donc tous les partis politiques représentés au Parlement, tous les acteurs politiques quelconques ayant une influence quelconque sur la situation politique sont invités à partir à cette réunion. Monsieur le Président, je suis Jean-Alain Smacajou, je travaille pour le compte de Radio Télé Galaxie. 2 petites questions. La première, on a arrêté présidentiel qui sorti, qui nommait Michel Angéléon comme nouveau patron PNH, même si c'est AI. Et ça suivi de l'installation. Procédure légitime ou normale, voulait que le dépasser devant, c'est la République. Il y a des critiques autour de ça, contre même dans le pays. Et qui réponse ou bien moun qui a critiqué pour ça parce qu'on pas respecter le processus normal. C'est la première question. Deuxième, c'est autour de l'interdiction de 23 produits pour entrer par voie terrestre en Haïti. Et il y a des parlementaires qui sorti dans silencieux pour demander au gouvernement de lever mesures ça ou même comme fiscaliste décision ça prend au fin pour permettre à ce que l'administration publique collecte plus l'argent. Nous, dans
premier semestre exercice fiscal, là, ça baille comme résultat, si oui ou non, est-ce qu'on nous-mêmes dans l'exécutif, là, on a levé mes yeux ça, ou bien on a kembel. OK. Merci. Le choix d'un nouveau directeur général pour la police nationale, c'est une prérogative partagée. Il revient au président de choisir, il revient au Sénat d'approuver. Même fait plus que ça. Avant même que je choisisse nouveau directeur général PNH là, j'ai invité la commission justice du Sénat de la République, qui était représentée à cette réunion par les sénateurs Jean-Renel Sénatus et Jean-Marie Salomon. Discuter avec eux qu'il y a nécessité d'un changement à la tête de la police nationale vu le niveau d'insécurité qui commence à réapparaître dans le pays. Et pas oublier, ce même vendredi, on a assassiné M. Bob Anglade chez lui à Akin dans son hôtel. Ce même vendredi, il y a un commerçant au Caille qui finit de fermer magasin, il prend la cali, il tire, il mourit, madame chérie. Hier matin, moi t'ai rendu la chambre de commerce du Sud, visite et me parler avec Maril, me parler avec Petite Li et yo même tout demandé changement à la tête de la direction de la police du Sud pour que gen moun dans tête pour ça cap faire face à recrudescence acte de banditisme ça yo. Ce même vendredi, un policier qui cantonné Delma 33, l'a sorti Delma 33, yo tiré sous lui, actuellement li l'hôpital. Est-ce que de tels actes, l'ennemi sous ça qui est passé semaine dernière, on parle de plus de 35 policiers assassinés entre 2015 et 2016, ça va demander une nouvelle dynamisme au sein de la PNH. Maintenant, vous dites moi nommé, est-ce que je ne suis pas enfreint de nom? Dès l'instant qu'il y a annonce d'un changement au sein d'une institution, quelle est la position de celui qui est en charge? Supposons que nous avons une correspondance, m'écrit Parlement, moi dit voici le choix de la personne que j'ai fait pour diriger la PNH pour les 3 prochaines années. Et pendant la période de flottement, de transition, où cette personne n'est pas en charge, qu'est-ce qui va gérer la police? Avec quelle motivation? Est-ce que je peux prendre le risque de laisser le pays dans un vide, de laisser une institution aussi importante, la seule force armée du pays dans un vide institutionnel? J'ai parfaitement respecté la Constitution. J'ai nommé M. Michael Gédéon comme directeur à titre intérimaire après avoir consulté le président de la commission justice du Sénat. Et le jour même, j'ai transmis au Sénat une correspondance leur informant de mon choix et leur demandé d'accélérer le processus d'approbation du directeur général. Avec l'épuisement des fonds pétro-caribés, avec la raréfaction de l'assistance internationale, l'État doit devoir compter sur ses propres moyens. Est-ce que l'État doit continuer à laisser ses frontières comme un passoire où tout rentre par contrebande? La lutte contre la contrebande est indispensable pour permettre à l'État de disposer des moyens. Je ne parle pas de la liste de 23 produits. Je dis que tous les produits, généralement quelconques qui rentrent sur le territoire, doivent être l'objet de contrôle et les droits irrelatifs doivent être payés, que ce soit à la douane, que ce soit dans les points de passage officiels de la frontière. Merci beaucoup.